Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Avant de commencer, je me permets de vous inviter à vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous invite également à suivre La Quille sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Ça peut sembler être un détail, mais en réalité, ça permet au podcast d'être mieux référencé et évidemment de mieux se développer. Bref, aujourd'hui, je reçois un écrivain qu'il a toujours été, mais qu'on a également connu grâce à sa fonction de journaliste et de présentateur. Patrick Poivre d'Arvor a été ce qu'on appelle le visage de l'information pendant plus de 20 ans et publie aujourd'hui son nouveau roman, L'Ambitieux, aux éditions Grasset, qui fait suite à La Vengeance du loup qu'il a publié l'année dernière. L'histoire de l'ascension politique de Charles, un trentenaire dont le rêve d'enfant et l'ambition n'est autre que de devenir président de la République. Sur fond d'histoire personnelle, d'affaires amoureuses ou encore de menaces qui rôdent au-dessus de cette ambition, Patrick Poivre d'Arvor tisse le portrait d'un monde politique dont on ne maîtrise pas toujours les rouages. Car atteindre le pouvoir n'est pas une affaire banale, et c'est ce qu'il nous montre ici. Et avec Patrick Poivre d'Arvor, on va parler de la notion d'ambition qui imprègne ce roman, du rôle des médias lorsqu'on fait une carrière politique, quelle qu'elle soit, ou encore de la présence de la culture aujourd'hui à la télévision, bien différente d'il y a encore quelques années. Bonne écoute. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour. Je vais commencer par vous livrer une citation. On ne se méfie jamais assez des ambitieux qui gravitent autour d'un chef. Bien souvent, ce sont eux qui infléchissent ses actions et qui, à force de le protéger, finissent par l'isoler dangereusement. Est-ce que vous avez reconnu ? Ça peut être Emmanuel Macron, par exemple. Eh bien, ça peut être également vous. C'est une citation de L'Irrésolu, l'un de vos ouvrages qui vous a valu le prix Interallié en 2000. Et ici, je trouvais que ça correspondait assez bien à ce livre, L'Ambitieux, parce que Charles, le personnage principal, il est aidé par différents canaux, et on voit bien qu'il n'est jamais seul dans cette conquête, qu'en soi, on ne se construit pas seul en politique. Et je me demandais qu'est-ce que ça nous dit de la réussite, déjà qu'elle est impossible si elle n'est pas calculée un minimum, mais surtout qu'il n'y a pas de place pour les solitaires, qu'être ambitieux, c'est nécessairement être collectif. Non, je crois pas. Je crois que le point de départ, le germe qui crée l'ambition est profondément solitaire. C'est quelque chose de singulier. On le voit bien avec tous les différents présidents de la République, par exemple, qui se sont succédés, ou tous ceux qui ont rêvé à la présidence de la République. Mais qu'après, une fois que vous avez ce désir chevillé au corps et que l'entourage s'aperçoit que vous êtes un peu plus motivé que les autres, à ce moment-là, vous construisez en effet un entourage. Mais le point de départ, il est unique. Et je crois qu'on ne pourra jamais changer. Et qu'on soit dans l'ancien monde, le prétendu ancien monde ou le prétendu nouveau monde, c'est la même chose. Alors je voulais m'intéresser à ce titre, L'Ambitieux, qui n'aurait pas pu mieux résumer selon moi ce livre, et qui est une notion passionnante en politique. Est-ce que cette notion d'ambition, elle a changé aujourd'hui, notamment à cause des médias ? Oui, parce qu'elle s'appuie sur les médias. Mais vous savez, si j'ai écrit ce livre, c'est en très grande partie parce que j'aimais la manière dont l'ambition était décrite dans les grands romans du 19e siècle. Moi, j'adore Alexandre Dumas, Stendhal, Balzac, Maupassant, Hugo. Et si vous regardez bien, il raconte toujours l'histoire d'une ambition. Mais justement, par rapport beaucoup au plus 19e. Qu'aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ça se fait C'est moins. vrai. Mais il y a déjà les médias. Alors, évidemment, c'est pas la... Ils n'ont pas le même rôle. Ah bah voilà, et évidemment, c'est pas les podcasts, c'est pas la radio, En plus, c'est ouais. pas la télévision, mais c'est la presse. Et la presse, elle est toujours présente. On le voit bien, il y a toujours des campagnes de presse, il y a toujours soit des affairistes véreux, soit des gens qui sont dans le désir. Non, c'est intéressant de voir qu'au fond, ça n'a pas changé. Et que les médias, c'est juste un accélérateur. Alors Charles, le personnage principal, il a la trentaine. Et est-ce que justement l'ambition en politique, elle a un âge, est-ce qu'elle a une validité ? Je pense que, vous savez, de Giscard, on avait dit que sa mère avait dit qu'il serait président de la République en le regardant dans le berceau. Bon, ça, je ne sais pas si c'est bien vrai, etc. Bon, voilà.
Mais ça a été le cas aussi d'un certain nombre d'enfants, hein, d'enfants qui ont dit, moi c'est mon désir. Et dans mon livre précédent, qui s'appelle La vengeance du loup, qui peut se lire indépendamment de celui-là, mais qui est dans le tome 1. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est très 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 timide et qui, à 8, 9 ans, 10 ans, ne pense qu'à un truc, à devenir président de la République. Alors qu'il n'est même pas capable de se faire élire délégué de classe, parce qu'il est trop timide. Donc ça existe à tout âge. Et je pense qu'en fait, en général, quand vous regardez bien tous ceux qui se sont succédés, ils en ont tous eu envie avant 25 ans, quoi. Ouais. Alors après avoir atteint et réalisé bon nombre de vos rêves d'enfant, comment elle se porte, votre ambition aujourd'hui, vous ? Pas mal, parce que j'ai réussi à éviter l'écueil politique. Ça a été un désir chez moi. Et on vous a proposé d'être ministre de la Culture. Mais même quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans, ça m'a tenté. 18-20 ans, ça m'a tenté parce que je trouve que c'était beau, que c'était noble. Et puis, franchement, j'étais déçu par le monde politique. J'ai un peu regardé la manière dont il fonctionnait, puis je me suis aperçu quand même que c'est un monde de peau de banane et super décevant. C'est dommage parce qu'il y a des êtres très intéressants qui très vite se font avoir par l'ensemble du système. Alors dans le tome 1, on vient d'en parler, La vengeance du loup, vous mettez cette citation en épigraphe: « La vanité consiste à vouloir paraître, l'ambition à vouloir être, l'amour-propre à croire que l'on est, la fierté à savoir ce que l'on vaut. » C'est tiré de la lettre du comte, alors attention, Raczynski, c'est ça, oui. à Juan Donoso Cortés en décembre 1849. C'était 2 ambassadeurs qui s'écrivaient, oui. Parce que l'ambition, c'est pas un terme négatif en soi, mais c'est surtout quelque chose de très terre-à-terre. Ça n'est pas du tout quelque chose de l'ordre du rêve, c'est un objectif qui est potentiellement atteignable, et c'est en ça qu'on la reconnaît. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un rêveur en politique. On l'est assez souvent au début, et puis après, malheureusement, les rêves deviennent cauchemars ou s'envolent. Mais il faut rêver. Il faut rêver de vouloir changer le monde, ou rêver de vouloir changer la France, ou rêver de vouloir changer sa ville. Après, il faut essayer de s'accrocher à ces rêves. Mais assez souvent, ils sont, hélas, abîmés, quoi. Par notre superbe monde. Ben oui. Alors, en ce moment, il faut bien dire que... aussi par notre... une façon que l'on peut avoir d'être blasé de tout. Alors qu'il faut jamais être blasé. Il faut toujours être dans le désir de changer les choses. Et ça, c'est important. Donc, je disais, en ce moment, il faut bien dire que la réalité, elle dépasse un peu votre fiction, votre roman à clé, disons. À la lumière de certains ultimatums qu'on pose au personnage de Charles dans le livre, je pense par exemple à cette célèbre journaliste et directrice d'une chaîne de télé dans le livre qui s'appelle Florence, avec laquelle il a une aventure, disons, mais aussi dans notre monde à nous, à la lumière de l'affaire de Benjamin Griveaux. Je rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas ce qui s'est passé, mais on a dévoilé certains de ces échanges, disons, intimes, ce qui a fait qu'il ne s'est plus présenté à la mairie de Paris. Ça pose une question très simple. Où est-ce qu'on situe la frontière entre le privé et le public aujourd'hui en politique ? Pour moi, j'ai toujours été très sévère sur ces sujets-là. J'ai écrit, il y a plus de 20 ans, un livre qui s'appelait « Lettres ouvertes aux violeurs de vie privée ». Je pense que cette idée de la transparence absolue sur tous les compartiments de sa vie, y compris de la vie privée, est une idée idiote. Alors bien sûr, à chaque fois on vous cite les Américains, mais quand on voit la dose d'hypocrisie, on se pose bien des questions. Non, je pense, vous voyez, il y a des journaux comme le Canard enchaîné qui disent très clairement que la frontière de l'information s'arrête à l'orée de la chambre à coucher. Et je trouve c'est très bien que ce journal, qui existe depuis plus de 100 ans, puisse continuer à avoir ce credo-là. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autres journaux qui piétinent. Certains qui font semblant de s'indigner, mais qui reçoivent abondamment l'homme qui a diffusé les vidéos. Voilà, et donc les gens se vautrent dans la fange, et moi, ça me choque beaucoup, personnellement. Est-ce que la transparence en politique, elle est totalitaire ? Elle peut le devenir.
Elle peut le devenir. Si vous voyez, si dans cette pièce-là, voilà, il y avait des caméras qui nous filment en permanence, 24 heures sur 24, comme chez George Orwell, évidemment, il y a des choses que je peux faire ou peux dire qui pourraient apparaître répréhensibles, mais c'est surtout le plus répréhensible, c'est surtout le sentiment de prison que ceci vous imposerait. Non, moi je suis pas très optimiste sur ce que notre métier est en train de devenir, le métier du journalisme, mais aussi ce que notre monde est en train de devenir. Parce que si on doit répondre à tous les ultimatums de ces gens qui vous menacent de vous parler de votre vie privée à tout moment comme une forme de chantage, moi je suis tout à fait inquiet. Vous avez présenté le JT pendant plus de 20 ans. Il y a cette marionnette célébrissime qui vous représentait au Guignol de l'Info. Vous avez écrit, je ne sais pas combien, 60, 70 ouvrages. Enfin, c'est énorme. En réalité, votre vie, tout comme en politique, elle consiste à laisser des traces publiques, en fait. Oui, j'avais écrit un livre de souvenirs, d'ailleurs, qui s'appelait « Seules les traces font rêver », en référence à une citation de René Char, qui disait que voilà, un poète doit laisser des traces et non des preuves. Seules les traces font rêver, ajoutait-il. Oui, parce que je trouve que quand vous écrivez, les journaux télévisés, je sais pas, j'ai dû en présenter 10 000, ils sont oubliés forcément, puisqu'ils sont remplacés par... Oui, on garde le dernier. Comme toujours, voilà. Et puis c'est remplacé par la page de pub qui suit, ou par le programme qui suit. Non, je pense que de pouvoir laisser des livres derrière soi, c'est un peu comme pouvoir laisser des enfants, quoi. C'est juste des petits témoignages, des petits lumignons qui s'allument dans la nuit. C'est ce genre de témoignage. Oui, pour moi, ça a de l'importance. Ici, on est chez vous. Est-ce que c'est ici que vous vous sentez bien pour écrire ? Parce qu'il y a beaucoup de livres. On est entouré de livres. Ça aide, oui. Il y a 4 murs, il y a 3 murs qui sont pleins de livres. La pièce d'à côté, c'est la même chose. La pièce du dessous, c'est encore pire. Mais j'aime ça parce que les livres sointent une forme de, je sais pas, enfin, m'apportent quelque chose, me rassurent. Je ne sais pas, j'ai toujours été heureux avec ça. Puis il y a des objets qui me sont familiers, des objets un peu porte-bonheur, des talismans, quoi, d'une certaine façon. Et oui, je suis plutôt bien là. Parce que j'avais lu que, il me semble que c'était le précédent, La Vengeance du loup, vous l'aviez écrit dans votre cabane bretonne, perchée. Exactement. Là, j'ai écrit une partie de ce livre dans cette cabane, qui se trouve à quand même 15 mètres de hauteur dans les arbres. C'est au bord de la mer. C'est pas si commun, hein ? Oui, c'est à Trégastel. Et voilà, j'ai 60 petites marches pour grimper et me retrouver là. Et je suis heureux là, dans la compagnie des mouettes, des albatros et des corbeaux aussi, au fait des arbres. Oui, j'aime ces endroits, ces deux endroits. Alors vous avez des origines sociales relativement modestes, me semble-t-il. Votre père a vécu en Algérie dans les années 40, et précisément vous développez un peu ce thème dans ces deux livres, L'Ambitieux en l'occurrence. Le thème de la transmission entre les générations et des racines plus globalement, c'est un ressort fictionnel qui vous importe beaucoup ? Ah oui, vous avez cité dans votre première question mon livre L'Irrésolu, que j'ai écrit il y a 20 ans tout juste. C'était en 2000, le prix Interallié, et je parlais déjà de la transmission. Et le précédent, qui s'appelait Un héros de passage, c'était déjà l'histoire du père de l'irrésolu. Vous voyez, donc j'aime ça, cette idée qu'on se transmet. Et même mon tout premier livre, qui s'appelle Les Enfants de l'Aube. Le tout premier que vous avez écrit à 17 ans ? Oui, voilà. C'était une lettre adressée au fils du narrateur. Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours eu énormément d'importance. Énormément. C'est peut-être une espèce de façon de laisser des traces également. Peut-être aussi, voilà. Et de tendre la main et de dire, voilà, il y a un relais qui se fait. Alors c'est un fait. Désormais, il y a plus de lecteurs en France, mais les lecteurs lisent moins. Vous qui présentez typiquement encore en ce moment une émission littéraire sur CNews,
quel est votre sentiment sur l'avenir du livre ? Bon, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu inquiet parce que, bon, il y a les chiffres de librairie, c'est une chose, ils se tiennent quand même d'une année sur l'autre, bon, ils descendent d'1%, parfois ils remontent d'1,5%. Ça, de ce point de vue, ça va, et tant mieux pour les libraires, et tant mieux pour les éditeurs, mais il y a ce qui se publie. Et ce qui se publie, c'est de moins en moins de fiction, de moins en moins de littérature fictionnelle. Beaucoup de témoignages, ouais. Ouais, beaucoup moins de romans, beaucoup plus de témoignages, vous le dites. Et donc, on est sur quelque chose de différent. Déjà, dans ce qui s'écrit et de ce qui se publie. Mais il y a aussi le rapport du consommateur, entre guillemets, parce que souvent, hélas, on l'appelle comme ça. Et là, c'est vrai, il suffit de se balader dans le métro, dans une rame de TGV, dans un avion, et on regarde les gens, et il y en a très peu qui ont des livres à la main. Avant, ils avaient tous un livre à la main, pratiquement tous. Aujourd'hui, ils ont des smartphones, des tablettes, et ils regardent des séries qui sont extrêmement bien faites d'ailleurs, qui sont très captivantes, qui font que les gens ont envie, addictives, ont envie de continuer, de suivre. Donc voilà, il y en aura de moins en moins des lecteurs, et notamment dans votre génération. Et je trouve ça dommage. Alors en parlant de notre génération, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle la culture disparaît peu à peu des médias ? Je pense à certaines émissions de télévision qui n'ont jamais été reprogrammées sur certaines chaînes. Est-ce que la culture fait peur ? Oui. Incontestablement, il y a un grand nombre de décideurs qui se disent ça rapporte pas, ça n'amène pas de téléspectateurs, donc moi je vais plutôt aller vers du facile et je vais programmer des émissions de variété, des émissions de télé-réalité, etc. Ça, c'est un premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est celui du téléspectateur. Lui-même, il est coupable. S'il regardait davantage les émissions littéraires, moi, j'en ai fait une pendant 20 ans sur TF1. C'était pourtant une chaîne privée. Ex Libris, 10 ans, puis ensuite Vol de nuit, 10 ans. Quand j'en suis parti, c'était il y a 12 ans, disparition. Plus du tout d'émissions littéraires. Aujourd'hui, 0 émission littéraire. Même chose sur la 2. La 2, c'était Pivot. C'est ça à quoi je pensais, ouais. Vous vous rendez compte, Pivot, il était là à 9h30, puis à 10h30 le vendredi, puis après, ça a disparu. Bon, ça a tenu encore un peu plus longtemps que dans le privé. Alors ça, c'est un problème, parce que c'est vrai que si les gens regardaient davantage, ça donnerait un peu plus de grain à moudre pour justement les décideurs. Et puis il y a aussi parfois les éditeurs, les auteurs et tout ça, qui devraient se débrouiller pour aider ces émissions-là, plutôt que de faire la fine bouche. Donc tout le monde est un peu coupable dans cette affaire. Alors, on vient d'en parler il y a quelques minutes. On vous avait proposé d'être ministre de la Culture. Est-ce qu'aujourd'hui, une espèce de poste, de fonction politique, ça pourrait vous intéresser à présent ? Non, profondément, plusieurs fois, et des majorités différentes, des présidents de gauche ou de droite m'ont fait des propositions très circonstanciées. Et j'ai toujours dit non, parce que je pense que voilà, chacun est dans son pré et les vaches seront bien gardées. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de porosité entre nos deux milieux. Bon, c'était sympathique de leur part d'essayer de me le proposer. Bon, c'était pas sans arrière-pensée non plus. Je me doute bien qu'ils utilisaient la popularité ou je ne sais quoi. Mais et il y avait une part de moi qui était curieuse, évidemment, qui avait envie de voir comment ça se passe de l'intérieur. Puis c'est gratifiant, qu'on se le dise. Évidemment, ça peut être gratifiant pour l'ego, mais aussi parfois pour la simple vanité. Mais non. Mais en revanche, donner des idées, oui, je ne suis pas contre. À chaque fois qu'on me le propose ou qu'on me demande, oui, je donne mon ressenti, oui. Et une dernière question que je pose à tous mes invités, quels sont vos derniers coups de cœur culturels, Patrick ? Écoutez, pas mal de films, parce que je vais beaucoup au cinéma.
J'avais beaucoup aimé. J'ai vu le dernier Clint Eastwood, que j'ai trouvé très, très réussi. Et vraiment, c'est formidable de penser que ce type, qui a 90 ans et qui était d'ailleurs très catalogué à une certaine époque, il y a 30-40 ans, il y avait des gens qui se pinçaient le nez pour parler de lui, en estimant que c'était un facho. C'est formidable de voir que ce type, il a cette parfaite maîtrise. Et là il parle d'un cas d'injustice, donc le cas Richard Lewell. C'est très réussi. 1917 est un film étourdissant, je trouve. Il paraît, je l'ai pas vu, mais il paraît. Tout le monde m'en dit du bien. C'est extraordinaire la manière dont c'est filmé et ce que ça dit et ce que ça peut apporter justement à des générations qui n'ont pas connu ces guerres atroces. C'était il y a à peine un siècle. Voilà, et tout à l'heure, si j'en ai le temps, j'essaierai d'aller voir Dark Waters, ça me tentait. Donc oui, je suis toujours assez passionné par le cinéma. Le cinéma nous apporte beaucoup de choses. Oui. Alors les livres, j'ose pas vous en parler parce que j'en reçois tellement et j'ai tellement à en parler qu'il y a plein de... Bon, un dernier coup de cœur, le livre de Diane Ducret qui s'appelle La Dictatrice. Chez Flammarion. Très bien. Une petite question bonus, il n'y aura pas de tome 3 ? Bah écoutez, c'était pas mon désir. La fin de celui-là, de l'ambitieux, permet qu'il y en ait un. On a un peu envie qu'il y en ait un, c'est pour ça que je veux... Mais c'était pas mon désir. Bon, on sait jamais, peut-être que je serai rattrapé dans quelques années là-dessus, mais pour l'instant, je suis pas en train d'écrire un tome 3. Ça s'appelle L'Ambitieux, ça vient de sortir aux éditions Grasset et c'est écrit par Patrick Poivre d'Arvor. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Patrick Poivre d'Arvor vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à parler de la quille autour de vous, c'est très important pour moi et pour que le podcast puisse se développer au mieux. Si vous avez d'ailleurs des suggestions d'invités par exemple, n'hésitez pas à m'en faire part. À m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un petit mail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et à vous remercier pour votre écoute.